Rebonjour les amis. Nous allons commencer dans ce chapitre les gestes chirurgicaux et tout d'abord la mise en place des trocars. Grâce à la lampe à fente opératoire, dans plus de 99% des cas, je ne plaçais que deux trocars. L'un entre 10h30 et 11h pour mon travail endoculaire, ce qui est une position normale pour un droitier. L'autre à midi pour l'infusion. Et d'ailleurs, comme dans toutes mes autres indications de vitrectomie, à moins de 45 degrés du précédent trocar, ce qui est plus inhabituel, mais répond aux raisons suivantes. Tout d'abord, je veux éviter les cadrans inférieurs. Je n'ai jamais compris pourquoi la majorité des opérateurs placent leur infusion en temporal inférieur. Certes, la pars plana y est plus en avant qu'en nasal inférieur, mais bien moins que dans les deux cadrans supérieurs. Il y a donc moins de risque à placer l'infusion en haut. De plus, les incarcérations vitréorétiniennes dans les sclérotomies, à l'origine de déchirures post-opératoires, sont plus faciles à gérer lorsqu'elles sont situées en haut qu'en bas, pour le traitement comme pour le tamponnement. Enfin, le fait de placer l'infusion à moins de 45 degrés de l'autre sclérotomie permet de diminuer le risque de touch cristallinien si vous décidez de faire une vitrectomie périphérique. Je m'explique. Si votre infusion est à plus de 60 degrés de votre vitréotome, vous aurez du mal, chez un sujet FAC, à enlever le vitré autour de l'infusion car la dépression sclérale en arrière de l'infusion va la pousser contre le cristallin. Si votre infusion est à moins de 45 degrés de l'autre entrée, celle de votre vitréotome, vous allez pouvoir l'aborder en passant tangentiellement à l'équateur cristallinien sans faire de dépression sclérale. Il est par contre des cas où la position des trocars doit être changée, soit parce qu'une précédente vitrectomie a utilisé les sites que vous auriez choisis, soit à cause d'une opération de glaucome, par exemple, une trabéculectomie à midi, qui peut inciter à placer l'infusion à 1h30. Voyons maintenant la vitrectomie. Bon, vous avez fait vos choix d'illumination et de visualisation, vous avez choisi la grosseur et l'emplacement de votre trocar, il vous faut maintenant faire des choix concernant la vitrectomie. Ces choix sont difficiles à faire, car ils font intervenir beaucoup de choses différentes, comme le désir d'enlever plus ou moins de vitré, votre machine à vitrectomie, les paramètres que vous allez utiliser, vos statistiques personnelles sur vos complications, votre conception de la médecine, voire même votre tempérament, votre psychologie. C'est pourquoi nous allons nous y arrêter un peu. Voyons d'abord quelle quantité de vitré vous allez vouloir enlever. Pas facile à répondre. Nous avons vu dans les chapitres précédents que dans l'œdème comme dans les membranes idiopathiques, le vitré n'est pas malade. Dans l'œdème, il n'a rien à voir avec la maladie. Dans les membranes idiopathiques, certes, il est impliqué, mais uniquement parce qu'il est accolé à la rétine lorsque l'ischémie survient, mais il n'est pas malade. Il n'y aurait donc en soi aucune raison de l'enlever. Certains même, comme Shimizu, ont essayé de faire un pelage sans faire de vitrectomie. Ils ont vite arrêté, car le vitré les gênait dans ces manipulations si précises. On voit donc qu'il faut au moins enlever le vitré postérieur pour pouvoir travailler la rétine correctement. Mais la question est alors de savoir, faut-il ne faire qu'une vitrectomie postérieure ou une vitrectomie plus complète? Ma réponse est, tout dépend de votre taux de complications respectifs. Alors j'entends d'ici les jeunes qui débutent leur pratique et qui peuvent me dire oui, mais pour comparer ses propres statistiques, il faut avoir fait au moins 300 procédures pour chaque technique. Que doit-on faire quand on débute? Alors, je ne vais pas me défiler. On va parler des complications respectives et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de ne faire qu'une vitrectomie postérieure.
Tout d'abord, le taux d'endophtalmie. Je n'ai jamais vu ou entendu quiconque présenter une différence d'incidence selon qu'on ait fait une vitrectomie totale ou partielle. Ce taux d'endophtalmie ne va pas donc jouer dans le débat. Maintenant, le taux de cataracte. Je pense vraiment qu'une vitrectomie limitée au pôle postérieur entraîne moins de cataracte qu'une vitrectomie totale ou subtotale. Si je compare les chiffres actuellement annoncés en cas de vitrectomie totale avec cette statistique que Mariano Hiros avait fait sur une série de 2400 chirurgies maculaires que j'avais fait dans les années 90, où seule la moitié des facs avaient été opérés de cataracte au bout de 4 ans. Est-ce parce que le matelas de vitré laissé au contact du cristallin retarde son vieillissement accéléré? Est-ce parce qu'une vitrectomie totale expose plus au touch cristallinien? Est-ce à cause de ma technique avec la lampe à fente et les deux sclérotomies placées proches l'une de l'autre qui évite les lésions cristalliniennes? Est-ce que parce que j'ai toujours travaillé avec une machine à contrôle du débit? Est-ce que j'ai toujours évité de travailler avec une fréquence de coupe élevée? Même si là, même si c'est prouvé statistiquement, je ne comprends pas bien le rapport, la relation. Quelle qu'en soit la raison, je suis persuadé qu'une vitrectomie partielle se complique moins de cataracte. Alors, ceci dit, la cataracte n'est pas une catastrophe en soi, je suis d'accord, et ce n'est pas cette complication qui va primer dans votre choix. Le taux de décollement est beaucoup plus important à discuter. Il faut tout d'abord accepter que tout traumatisme oculaire, que ce soit par son action mécanique ou par ses répercussions inflammatoires, va affecter la statique vitréenne et peut donc augmenter le taux de décollement rhegmatogène spontané dû au simple décollement postérieur du vitré qui est de l'ordre de 0,3 à 0,4%. Ce taux monte à 1% en cas de phaco non compliqué et à plus de 3% en cas de capsulotomie YAG pour donner un taux moyen après cataracte de l'ordre de 2%. J'avais présenté dans les années 2000 une statistique intéressante sur les trous maculaires où mon taux de décollement passait de 2% dans les stades 4 à 4% dans les stades 2 et 3. Jusqu'à cette date, j'avais tendance, dans les stades où le DPV n'est pas constitué, à forcer le décollement de la hyaloïde jusqu'à l'équateur, et c'est probablement ce qui explique cette différence de taux. On voit donc bien que plus on traumatise la hyaloïde, plus le taux de décollement augmente. Klaus Lucke, qui est non seulement un excellent chirurgien, mais également très honnête sur ses complications, avait l'habitude de dire que dans ses vitrectomies périphériques systématiques complètes, l'ablation de la hyaloïde jusqu'à la base du vitré entraînait en moyenne 10% de déchirure iatrogène, ce qui s'inscrit absolument dans cette logique de statistique. Pour conclure ce chapitre sur le problème de savoir s'il faut faire une vitrectomie complète ou limitée au pôle postérieur, je dirais donc qu'il faut éviter de faire une vitrectomie subtotale en laissant un anneau de vitré périphérique, car dans ce cas, la moindre petite incarcération dans une sclérotomie pourra se transformer en une traction sur la base du vitré et donc en une déchirure. Vous pouvez faire une vitrectomie totale, mais alors il faut qu'elle soit vraiment totale, au risque de créer des déchirures iatrogènes que vous traiterez en péropératoire, comme le faisait Klaus Lucke. Personnellement, mon taux de 2% à 4 ans, identique à celui après phaco, m'a conforté dans l'idée que de ne faire qu'une vitrectomie postérieure, sans tirer sur la hyaloïde au-delà des arcades,
pour laisser le décollement du vitré se constituer à son propre rythme était loin d'être absurde. Si une incarcération dans une sclérotomie se produit, son action se perdra dans le magma vitréen et n'aura pas de répercussion sur la base du vitré. Cela explique d'ailleurs pourquoi je ne vérifiais jamais la périphérie en fin d'intervention sur membrane, tout comme on ne vérifie pas en fin de cataracte. Bon, maintenant on sait ce qu'on veut faire, voyons alors comment on va le faire, c'est-à-dire quels sont les choix qui vont nous permettre de diminuer nos complications. Réglons rapidement, pour commencer, le choix de la machine à vitrectomie. Vous qui commencez votre carrière chirurgicale, ne vous encombrez pas d'une machine équipée d'une pompe Venturi. À chaque fois qu'il s'agit d'aspirer des fluides de différentes viscosités, ce type de pompe n'est jamais choisi, ni dans d'autres spécialités chirurgicales, ni dans d'autres domaines industriels, justement parce que ce type de pompe ne permet pas de contrôler le débit des fluides aspirés. Vous avez vu dans le chapitre des résultats que dans les vitrectomies pour corps flottants, qui s'apparentent fortement aux vitrectomies pour œdème, une analyse multivariée identifiait l'utilisation d'une pompe Venturi comme une variable responsable de façon statistiquement significative de plus de décollement post-opératoire et de plus de cataracte post-opératoire. Alors, n'écoutez que l'intérêt chirurgical pour vos patients et choisissez une machine à contrôle de débit d'aspiration. Maintenant, voyons quels vont être les paramètres que vous allez utiliser. Vous avez une pompe à contrôle du débit d'aspiration, ce qui signifie que vous disposez d'une pédale permettant le contrôle simultané et indépendant du débit d'aspiration et de la fréquence de vie. Vous devez fixer en premier lieu les extrêmes que vous ne voulez pas dépasser. Pour ce qui est de la dépression, que communément on appelle le vide, mettez le maximum possible, moins 600 ou moins 650 mm de mercure selon votre machine. Ce maximum de vide correspond au maximum du contour de votre voiture. Dès lors que vous contrôlez votre vitesse, il ne vous viendrait pas à l'idée de brider la possibilité de monter dans les tours du moteur de votre voiture, car vous pouvez avoir besoin de cette réserve de puissance pour doubler un camion ou gravir une côte. Là, c'est pareil. Gardez intacte cette réserve de puissance, ce n'est pas dangereux puisque vous contrôlez le débit. Par contre, réglez votre débit maximum d'aspiration. Il ne doit pas dépasser votre débit maximum d'infusion pour éviter de créer une hypotonie. Cela implique donc que vous devez connaître votre capacité d'infusion maximum, qui va dépendre des tubulures que vous allez choisir, 23, 25, 27 gauche, de la connexion au plug, high flow ou non, et de la pression d'infusion. Vous devez connaître cette infusion maximum dans l'eau que vous pouvez avoir avec votre système. Déterminez également la fréquence de coupe maximum que vous désirez avoir en fin de déplacement de votre pédale, en sachant que plus vous coupez vite et moins vous aspirez de vitré. Personnellement, j'avais le contrôle du débit d'aspiration en appuyant verticalement sur la pédale et le contrôle de la coupe en déplaçant ma pédale horizontalement sur la droite, et je choisissais un maximum de coupe à 1000 coups par minute. À partir de là, vous allez contrôler à chaque instant, à la pédale, de façon indépendante et simultanée, le débit d'aspiration et la fréquence de coupe. Le vitré est un fluide non newtonien, c'est-à-dire que, du fait de sa cohésion, il a une certaine inertie à se déplacer
il sera entraîné dans la porte du vitréotome par le flux de liquide d'infusion qui, lui, se déplace instantanément. Cela implique que plus votre débit d'aspiration augmente et votre fréquence de coupe diminue, plus vous serez efficace, mais dangereux. En effet, entre deux coupes, le vitré va avoir le temps de rentrer dans la porte du vitréotome et d'exercer des tractions à distance. A l'inverse, plus votre débit sera bas et votre fréquence de coupe élevée, plus vous serez inefficace. Au-delà de 4 à 5 000 coups minutes, vous ne laisserez pas suffisamment de temps au vitré pour se déplacer entre deux coupes et vous n'aspirerez que le liquide d'infusion au contact de votre vitréotome. Vous voyez donc là encore que tout est une question de bénéfice-risque. Ceci dit, lorsque vous débutez votre vitrectomie, à grande distance de la base vitrée, vous avez peu de risques d'entraîner des tractions. Donc, vous pouvez carrément chercher l'efficacité, choisissant, comme je le faisais, votre débit d'aspiration maximum et une fréquence de coupe entre 600 et 1000. Ce n'est que si vous vous approchez de la périphérie que vous aurez besoin de réduire votre débit. Je vous expliquerai comment je faisais une vitrectomie périphérique très précise et complète, en toute sécurité, lorsque je vous parlerai du décollement de rétine. Pour l'heure, comme je ne faisais qu'une vitrectomie en regard du pôle postérieur, voici mes trucs et astuces. Tout d'abord, je réglais le signal sonore de l'aspiration pour qu'elle varie en fonction du niveau de vide et non pas en fonction du débit. Le débit, vous le connaissez, puisqu'il dépend de la position de votre pied sur la pédale. Par contre, le vide qui est nécessaire pour obtenir le débit que vous avez choisi, vous ne le connaissez pas. Il dépend de la viscosité du fluide dans lequel vous vous trouvez. Lorsque, après avoir mangé le vitré, vous vous trouverez dans le liquide d'infusion, le changement de son va vous le dire. C'est comme si la machine vous parlait et vous disait où votre vitréotome est placé. Pour faire comprendre à ceux qui ne sont pas accoutumés à cette astuce, voici un petit enregistrement que j'avais fait sur une hémorragie du vitré. Je commence la vitrectomie. Mon vide max est à moins 600 mmHg de mercure, mon débit max à 14 cc par minute, mais j'aspire autour de 12 cc seulement, et je coupe à 800 coups par minute. Je suis dans le vitré, donc le son est assez aigu, car le vide qui est nécessaire pour obtenir les 12 cc est élevé, entre moins 400 et moins 500 mm de mercure. Puis, vous le voyez, tant que je change mon débit, le son se met à devenir plus grave, car le vide descend spontanément jusqu'à moins 70 mm de mercure seulement. Il n'y a plus de vitré autour de ma pièce à main, et la machine me dit « Didier, tu as fini la vitrectomie du pôle postérieur. » Voici donc ce que je vous propose de faire. Introduisez directement votre vitréotome jusqu'à 3 ou 4 mm de la macula et appuyez à fond sur la pédale de contrôle de débit pour aspirer, par exemple, à 10 ou 12 cc par minute en coupant à 800 ou 1000 coups par minute. Parfois, il est évident que le décollement du vitré est déjà constitué, car vous voyez bouger cet anneau prépapillaire. Vous restez donc là, tranquillement, en vous déplaçant légèrement tout en restant au milieu des arcades vasculaires, jusqu'à ce que le son du vide vous signale que vous avez enlevé le vitré postérieur. Vous aurez mis moins d'une minute, vous pouvez alors vous arrêter et retirer votre vitréotome. Parfois, vous allez voir la rétine du pôle postérieur battre pendant que vous coupez. Mais attention, vous ne verrez pas ce phénomène si vous coupez plus vite. Cela veut dire qu'il n'y a pas de DPV. Il faut donc le faire, il faut le créer. Et je vous propose la technique suivante. Continuez à manger le vitré devant le pôle postérieur sans jamais vous approcher
à moins de 4 mm. Au bout d'un bref moment, le son du vide va vous indiquer que vous êtes dans le liquide d'infusion et donc que vous avez créé une large lacune en avant d'un matelas vitréen de 4 mm d'épaisseur. À ce moment-là, continuez d'aspirer, mais cessez la coupe et approchez-vous de la rétine près du nerf optique. Les fibres de ce matelas vitréen vont s'engager dans la porte du vitréotome, boucher la porte et le son du vide va alors vous indiquer que vous êtes en occlusion. Vous pouvez alors aisément créer le DPV en tirant le matelas vitréen dans la lacune centrale que vous avez créée. Puis, vous mangerez ce matelas. Attention de ne pas tirer trop loin ce matelas de façon à ne pas décoller l'hyaloïde postérieur jusqu'à l'équateur pour ne pas reproduire cette erreur que je faisais dans les trous maculaires stade 2 et 3 jusqu'à l'an 2000. Sachez enfin que si, à un quelconque moment, une hypotonie survient, il faut arrêter immédiatement d'aspirer. Il peut y avoir deux causes à cela. Soit votre canule d'infusion s'est coudée et le liquide ne passe plus, soit votre plug est situé sous l'épithélium pigmentaire et il faut le remettre en place. Voilà, votre vitrectomie postérieure est finie. Vous avez fait un bon travail et vous allez passer à la coloration des tissus à enlever, comme nous verrons dans le prochain chapitre.